Donc, aujourd'hui, on va parler sur la mucoviscidose. Donc, c'est quoi cette mucoviscidose? Donc, d'abord, donc ce mot-là, il est composé par deux parties. Donc, la première partie, c'est muco, c'est pour mucus. La deuxième partie, c'est viscidose. Et là, c'est visqueux. Donc, c'est un mucus qui est visqueux. Donc, cette pathologie, donc, elle est connue même au Moyen Âge. Donc les parents, quand ils vont baiser leur enfant au niveau de leur front, ils trouvent qu'ils ont un goût salé. Et donc c'est une pathologie qui est connue dès l'Antiquité. Et puis elle a pris un certain nom, donc c'est la fibrose cystique pancréatique. Et puis avec le temps, donc, ils ont changé la nomination pour avoir beaucoup plus de précision. Donc c'est la mucoviscidose donc chez les Français, alors que chez les anglophones, donc elle est appelée cystic fibrosis, donc c'est fibrose cystique. Donc c'est une maladie génétique et héréditaire et qui touche les cellules qui tapissent les différents organes. Par exemple, les voies respiratoires, le tube digestif, les glandes sudorales et en altérant bien sûr leur sécrétion. Donc, elle est due à l'altération, donc à l'altération de génome, donc c'est une mutation d'un gène appelé CFTR. C'est quoi le CFTR? Donc, CFTR, c'est Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Donc, c'est un canal, donc on va l'expliquer dans la physiopathologie, donc qui est touché et qui est altéré. Et quand il est altéré, donc soit il va être, il va rester à l'intérieur du réticulum endoplasmique, il ne va pas voyager à la membrane plasmique pour fonctionner comme un canal, sinon il va voyager et il va prendre sa place comme un canal, mais c'est un canal qui est modifié, qui est pathologique, qui ne fonctionne pas bien. Et donc, cette mutation, elle est localisée sur le chromosome 7. Il faut savoir que c'est une pathologie autosomique et récessive. Sur un plan physiopathologique, là, ce qu'il faut comprendre, donc ce CFTR-là, quand il est localisé au niveau de l'épithélium respiratoire, sa fonction, elle n'est pas la même quand il est, par exemple, localisé au niveau de la peau. Donc, quand il est localisé au niveau de l'épithélium respiratoire, donc ce CFTR-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, sa fonction, c'est qu'il permet donc la sortie, donc il permet la sortie de chlore, donc de la cellule épithéliale respiratoire, il va sortir le chlore donc vers le mucus. Et quand il va sortir, il va augmenter la quantité des ions au niveau du mucus, ce qui va provoquer par osmose un appel d'eau vers le mucus, ce qui va donner une fluidité au mucus. Donc il ne devient pas collant, il ne devient pas visqueux. Et quand ce CFTR il est touché, et là donc on va voir le chlore, il va rester à l'intérieur de la cellule et donc la charge négative, quand elle augmente au niveau d'une cellule, on sait qu'on a l'aspect de l'électroneutralité dans notre corps. Donc, pour avoir cette électroneutralité, il faut avoir l'entrée de sodium par l'ENaC. C'est quoi l'ENaC? Donc, ce sont les sodium channels. Donc, ce qui va provoquer l'entrée de sodium à l'intérieur de la cellule et avec un appel d'eau à partir du mucus. Et le mucus, il devient collant et il devient visqueux. C'est pour cela que les germes, ils vont s'accumuler au niveau de ce mucus-là. Ils vont avoir des multiplications. Ils vont provoquer des infections respiratoires, des pneumopathies. Et si on va les laisser, ils vont donner même une DDP, une dilatation des bronches. Bon, au niveau de la peau, pourquoi donc on dit qu'ils ont une sueur qui est salée? Donc, pour la raison que le CFTR, quand il est localisé dans la peau, sa fonction, elle est opposée par rapport quand il est localisé au niveau respiratoire. C'est que à l'état physiologique, donc on a nos sueurs, donc on a du chlore et du sodium au niveau des sueurs, mais le bon Dieu a fait le CFTR, a créé le CFTR pour la raison qu'il va réabsorber le chlore à partir des sueurs, et donc le chlore quand il va entrer, donc cela va diminuer les quantités des ions au niveau des sueurs, et cela qui va provoquer un appel d'eau avec le sodium encore qui va entrer à partir de liquide de sueur à l'intérieur des cellules, ce qui va donner à la fin une diminution de la perte du sodium et du chlore. Donc on ne va pas avoir des pertes sodiques lors d'un coup de chaleur. Et puis, en plus de ça, donc on va pas souffrir de la déshydratation, on ne va pas perdre beaucoup d'eau.
Bon, sur un plan clinique, quand on va comprendre la physiopathologie, donc tout à fait facile. Donc, par exemple, au niveau de la peau, donc là, on va voir des sueurs qui sont riches en sel et on sait pourquoi. Et la peau, elle devient beaucoup plus, elle est sèche, elle n'est pas humide. Et puis, on va voir, bien sûr, des pertes, donc, des pertes donc, qui sont sodiques. Et c'est pour cela qu'on va donner même donc lors de l'été, donc on en donne un apport sodique à ces patients-là pour ne pas tomber dans l'hyponatrémie. Et puis, donc, pour les poumons, on va avoir des obstructions bronchiques, bien sûr. Donc, on a une bronche qui a, avec un mucus qui augmente de taille progressivement. C'est là qui va donner une obstruction des bronches. Il va favoriser les bronchites chroniques. Il va favoriser les pneumopathies. Et ces sécrétions-là, ils vont donner une toux. Cette toux, elle est cointeuse. Il faut pas donc il faut la distinguer à celle de la coqueluche. Et en plus de ça, donc avec ces infections respiratoires qui sont à répétition, là, on peut arriver à ce qu'on appelle la dilatation des bronches. Donc, en plus de ça, donc pour les germes, donc là, on a l'hémophilus influenzae qui est le plus fréquent avec le staph d'oreille et sans oublier donc le germe qui marque la gravité de cette pathologie, donc c'est la Pseudomonas aeruginosa. Et comment on va savoir qu'il est infecté ou on va suspecter ce germe-là, donc quand les sécrétions sont verdâtres à cause de sécrétions pyocyanniques de ce germe-là. Et parce que ce germe-là, il a un problème de résistance à l'antibiothérapie. Donc, au niveau du foie, au niveau du pancréas, bien sûr, donc les sécrétions, quand ils vont donc fermer le canal pancréatique et les canaux biliaires, ce qui va donner des sécrétions pancréatiques. Ils vont provoquer l'autolyse du pancréas avec la pancréatite qui est là, avec bien sûr la, syro- la cholécystite en eau au niveau des voies biliaires. Et avec le temps, elle peut arriver jusqu'à une cirrhose biliaire. Et même le pancréas, quand il est atteint, il peut même donner un diabète. Bon, pour l'intestin, là, c'est les obstructions. C'est les obstructions parce qu'on a un bouchon qui est épais. Et là, c'est beaucoup plus pour le nouveau-né. On va voir ce qu'on appelle l'ilius méconial. Et donc, c'est le retard de l'élimination de méconium. Donc, les premiers, c'est bon, pour les organes génitaux, là, chez la femme, on va trouver une hypofertilité, alors que chez l'homme, on va trouver une stérilité. Pourquoi? Donc, chez l'homme, donc le plus souvent, cette pathologie, elle a une association qui est très forte avec la génésie des canaux déférents. C'est pour cela que donc, les spermatozoïdes sont fabriqués au niveau des testicules, mais ils ne vont pas voyager par les canaux déférents. C'est pour ça qu'on dit une stérilité, alors que chez la femme, on dit une hypofertilité. Pourquoi? Parce que les sécrétions au niveau du corps, ils sont épaisses et là, ils ne vont pas faciliter le passage des spermatozoïdes. Bon, et puis, donc, on va parler sur le diagnostic. Donc, pour le diagnostic, donc, la maladie, le diagnostic se fait par le test de la sueur. Donc, c'est un test qui est rapide. Chez ces sujets, il est positif dès la naissance et durant toute la vie. Ce qu'il faut noter que pour le test des sueurs, il est positif quand il est supérieur à 60 millimol par litre et il faut le répéter 2 fois donc, pour qu'il est positif. Donc, en plus, il n'y a pas de rapport direct entre la gravité, bien sûr, et le test. Le test peut être réalisé dès l'âge de 15 jours pour un bébé à partir de 3 kg. Et puis, donc, on va faire un test génétique. Donc, et là, le test génétique, il va confirmer le diagnostic. Et ce test génétique se fait par une prise du sang. Et là, ce qu'il faut noter, l'absence de mutation n'exclut pas le diagnostic de mucoviscidose. Pourquoi? Parce que là, quand on va étudier les mutations, on va étudier les 30 mutations qu'on le connaît. Mais pour la mucoviscidose, il y a beaucoup plus de mutations qu'on ne connaît pas encore. Et c'est pour ça qu'on ne va pas éliminer le diagnostic. Donc, pour le traitement, donc c'est un traitement qui est symptomatique. Donc, on a le système respiratoire et on a le système digestif. Pour le système digestif, il faut donner des compléments en enzymes pancréatiques et bien sûr les compléments vitaminiques. Parce que là, dans le tableau digestif, il ne faut pas oublier que quand les enzymes digestives ne sont pas là, et là, on va pas avoir la digestion. Quand on n'a pas la digestion, on ne va pas avoir une absorption. On va avoir donc un problème de malabsorption et surtout des vitamines qui sont, donc qui sont les liposolubles, donc c'est les vitamines A, D, E et K.
Bon, pour le traitement sur le plan respiratoire, donc il faut faire la kinésithérapie pour avoir un bon drainage, pour éviter donc le cercle vicieux de la DDB et des différentes pneumopathies. En plus, on a la prise des médicaments fluidifiants, bien sûr. Et puis, on a les traitements antibiotiques quand on a des pneumopathies bactériennes. Et là, il faut traiter. Pour les séances d'oxygénothérapie, là, quand on a une bronchite chronique et elle est là, elle va donner une hypoxie. Cette hypoxie même, elle peut arriver même à donner ce qu'on appelle un hypocratisme digital à cause de cette hypoxie qui est chronique. Pour la greffe pulmonaire, là, c'est très, donc quand la pathologie, elle va durer longtemps. Et merci.